Le coup de marteau. Le coup de marteau de Didier Meissot. Bonjour Didier. Ah bah non, on a de nouveau pas votre... Ah ça y est, j'ai votre son. On allait quand même pas encore lire sur vos lèvres comme on a pu faire sur une dernière chronique. C'est rigolo, alors je tiens à le dire, je lis votre présentation, vous êtes journaliste, auteur, compositeur aussi, chroniqueur Ah, tocsin. j'ai vu, ouais, tout est vrai, ceci dit, Oui, hein. Donc, bah oui, c'est vrai parce que vous avez un groupe de musique, et ancien patron, de Sud Radio évidemment. Alors, on revient puisque ancien patron de Sud Radio, de grands médias, vous connaissez un peu Didier Meissot, comment tout ça fonctionne, et on revient sur ce sujet qu'on a rapidement abordé avec, Florian Philippot. Emmanuel Macron donc prend la parole, jeudi, je l'ai dit tout à l'heure, au, journal télévisé de 20h, TF1, France 2, à quelques jours, 3 jours des élections européennes. Ça pose beaucoup de questions, même des résistances, hein. On a vu, les oppositions, poser des motions de censure à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas été adopté. Et puis, faire appel à l'Arcom. Réaction faible de l'Arcom, on va en reparler. Comment vous réagissez, vous, à tout ça, Didier Misto? bon, c'est une formidable hypocrisie. D'abord, les oppositions, elles me font doucement rigoler, hein, avec leur motion de censure. Quand il y avait des choses importantes qui concernaient tous les Français, il suffisait de voter ensemble une motion de censure et le gouvernement était renversé. Oui. Cette majorité était renversée. Donc, chacun veut faire sa motion de censure dans son coin, parce qu'il y a bon, ça, on est bien payé, on est tranquille. Pourquoi on va renverser ce gouvernement au risque de perdre les 2 tiers de ses députés ou les 3 quarts de ses députés? Enfin, voyons. Mmh. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ensuite, le fait que M. Macron s'invite, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, ça ne remonte pas, ça ne date pas simplement de M. Macron. M. Sarkozy faisait de même, faisant la leçon ensuite aux gens qu'il interviewait, les admonestant, etc. Je m'étais déjà battu à l'époque en disant qu'il fallait que les patrons de médias, publics comme privés, aient un peu de courage, de cojones, parce que je ne vais pas le dire en français parce qu'on est très poli, surtout que ça. Oui. Mais il suffit de dire non. Attendez, il y a des règles, on les applique. Que vous soyez président, moi je serais président, patron de médias comme je l'ai été. Ça m'est déjà arrivé sous Hollande, par exemple. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Quand ça se justifie pas, je dis non. Et personne va me dire quoi que ce soit. Et que ce qu'on pense de moi peut me chaud, si vous voulez. Mais comme les médias se voient eux-mêmes, comme la courroie de transmission des différents pouvoirs, comme ils sont toujours à tendre la main, la sébile. Dans la presse écrite, c'est encore pire parce qu'ils sont subventionnés. Dans la presse enfin dans les médias audiovisuels, c'est un peu différent, c'est un peu plus indirect parce qu'on obtient des marchés, de la téléphonie, de l'internet, du médicament, des armes, des travaux publics. Et évidemment, ça limite un peu votre champ d'action, pour ne pas dire ça le limite de façon drastique et définitive. Donc la question qui est posée, c'est celle, évidemment, pour tous les citoyens, de la démocratie, parce qu'il n'y a plus de démocratie, on va y venir, dans la tenue des débats, où vous avez des candidats dits principaux, puis après la piétaille dans une deuxième salle, ce que vous appelez la poule B ou la poule 2, Oui. ce qui est absolument Avec un insupportable. débat qui a été rétréci, enfin diminué en temps. C'est pas digne d'une démocratie. Mais au-delà de tout ça, ce que vous avez, c'est la concussion, la communauté d'intérêts, les conflits d'intérêts permanents qui font que les actionnaires privés de médias sont en affaire avec l'État et que ceux qui devraient être dans le service public sont nommés par le pouvoir avec un organe de régulation ex-CSA devenu Arcom, qui est soi-disant une autorité administrative indépendante, admirée, hein, c'est comme la République, comme les républiques démocratiques ou les républiques populaires, qui ne sont ni populaires ni démocratiques. En France, quand vous avez dans une institution publique le mot indépendant, vous pouvez être sûr que c'est un bout d'État. Mmh. Et en réalité, on le voit bien avec l'Arcom, c'est un bout d'État. Vous voyez le Alors là président de là, l'Arcom. l'Arcom a réagi, finalement, bon, elle a été, pas mal saisie, il faut le dire, mais elle a finalement prévenu dans un communiqué de mardi, donc d'hier, que tout ou partie des propos tenus lors de l'interview, d'Emmanuel Macron. Macron pourra être prise en compte au titre de la campagne électorale. Donc, on voit Oui, non mais franchement, c'est une farce. Non mais franchement,
Donc, vous allez avoir Monsieur Dupont, le fonctionnaire du CSA, qui va dire bon, ben là, il a parlé 14 secondes, on peut l'imputer à la campagne européenne, et après, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des sanctions contre, contre Monsieur Macron, il va y avoir des sanctions contre. Il ne se passera rien. C'est un cautère sur une jambe de Non, mais ça bois. peut faire gagner du temps aux autres, dans ce sens-là. Mais il ne se passera rien, Clémence. Je l'ai pratiqué pendant plus Mais de alors, c'est quoi 10 la ans. solution en même temps? En même temps, Didier, c'est difficile, vous le savez vous-même, vous avez pratiqué ces règles d'équité, d'égalité. Je suis même pas sûre que tout le monde comprenne d'ailleurs la différence en temps de parole. Hem et finalement, quelle est la solution là? On se dit: «Oui, c'est indigne pour les candidats de poule B», mais comment vous voulez faire? On a bien vu quand on mettait des débats, tous ouverts, ça a déjà existé, c'était une cacophonie. Quelle est la bonne solution finalement quand on s'approche d'élections, européennes notamment, où il y a énormément de candidats? Ben, si vous voulez, déjà, la première solution, ce serait que les partis politiques ne soient plus financés comme les partis du système avec une prime au sortant. Moi, j'ai pas envie de sponsoriser cette pseudo-démocratie dite représentative, si vous voulez. Depuis que la fin des années 90 et la fin du financement par les personnes privées ou les entreprises, en tout cas les personnes morales, on a dit écoutez, c'est aux Français de tout subventionner. Mais de fait, les partis qui sont déjà installés ou qui ont l'appui de l'État profond, comme on dit, comme par exemple quand M. Macron a créé En Marche, tout l'appareil d'État de Juillet à Colomb avec tous les hauts fonctionnaires, M. Attali, etc., qui étaient là aux manettes depuis 40 ou 50 ans, se sont mobilisés pour lui. Donc on voit bien finalement qu'il y a une captation, c'est pour ça que je dis que la démocratie française est finalement une cooptation ratifiée par un vote, c'est-à-dire on vote, on élit, mais derrière la démocratie n'est pas vivante. Il suffit d'avoir les bonnes manettes et qu'on incite tous les citoyens, on les oblige, en fait, c'est pas qu'on les incite, on les oblige par la loi à financer les partis politiques et donc tous les sortants. À partir de là, le jeu est fini. Moi, je suis pour sortir de tout ça, avoir une démocratie plus directe, le RIC, des référendums constants. C'est pas la peine d'être tout le temps en campagne. Il faut simplement ne plus voter comme ça sur l'air du temps, le sexe des anges et la capillarité ou la discrimination capillaire, mais faire voter les gens, je ne sais pas moi, 2 fois par an, en mettant des référendums, en les réunissant sur les rassemblant sur des questions essentielles, et puis on l'applique. Il n'y Oui, a pas besoin d'être mais oui, mais en campagne permanente. pour ce qui est des débats, par exemple pour les européennes là concrètement, vous faites comment pour organiser les débats? Ou alors vous faites pas de débats? Les débats, non mais les débats, tout ça, moi je veux bien hein, ces débats-là. Le seul débat que je connaisse avec une possible issue favorable pour le peuple, ce sont les référendums. Les débats, ras-le-bol. On sait exactement en France ce qu'il faut faire. Tout le monde connaît l'état des services publics. Tout le monde connaît l'état de l'école, de la justice, de la police, donc de l'éducation générale, de l'éducation nationale en général, de la politique sanitaire, de la restriction des libertés, de tout. Tout le monde sait tout sur tout aujourd'hui. Donc on ne va pas refaire des débats sempiternels où chacun reste sur ses positions. On tranche, on fait trancher par le peuple et on s'y conforme. Sur l'immigration, pareil. Sur les services publics, je l'ai dit. Sur les transports, on fait voter les gens. À quoi ça sert d'avoir des débats où vous avez 2 salves de candidats, les importants et les mineurs, et où finalement les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire figées, gravées dans le marbre, rien ne bougera jamais. Oui. C'est Alors le débat pour le débat. oui, alors d'accord, alors S'il y on a élimine le aucune. débat, on pense au temps de parole, Didier. Je vous cherche un peu, mais j'essaye de creuser tous ces sujets-là. Le temps de parole aujourd'hui qui est accordé à tous les candidats des élections européennes, vous faites comment pour délimiter? Si vous considérez qu'aujourd'hui ça ne marche pas de faire, alors aujourd'hui j'ai essayé de comprendre, mais c'est un petit mélange entre les sondages, les derniers résultats du parti, etc., etc. Comment vous faites pour décider qui aura combien de temps? Vous donnez le même temps pour tout le monde, c'est-à-dire celui Il y, qui... a, il y a quelque chose de très simple à faire, hein, ça fait des années que je le dis. Évidemment, moi je considère qu'il faut rebattre les cartes à chaque élection. Il n'y a pas une idée plus importante qu'une autre du moment qu'elle n'a pas été tranchée par le peuple. On décide que chacun a le même temps de parole et on fait un tirage au sort, puisque on ne peut pas mettre tout le monde en même temps, sinon, comme vous l'avez dit, c'est de la cacophonie. On fait 3 ou 4 salves
de débat, 4 épisodes de débat, puisqu'il y a 38 listes. On met chaque fois, on en met 9 par débat. S'il faut faire 10 débats, on en fait 10. Hein. Mais on tire au sort pour ne pas qu'il y ait, si vous voulez, les candidats désignés du système, où on comprend bien que ceux-là, ils ont droit de citer, ce sont les candidats importants. Et derrière, avec cette condescendance particulière qu'on a dans les médias français, dire les petits candidats. Alors les gens rajoutent maintenant le petit geste, ils font les petits entre guillemets, mais ils le disent quand même, vous voyez, ils le disent quand même. Donc il y a des choses très simples Oui. à faire. Et puis bon, le CSA, l'ARCOM, bon, qui peut croire à ça? Alors moi, je croirais à l'ARCOM le jour où ce ne sera pas des hauts fonctionnaires, parce que tous les présidents de l'ARCOM, ce sont tous des membres de cabinet d'anciens premiers ministres, de présidents de la République, etc. Si vous voulez que vous regardez aujourd'hui l'actuel, que je connais, que j'estime, ou Schramek, que je connais très bien aussi, ou Boyon, alors lui, bon, je suis toujours en procès avec lui, je ne le qualifierais pas, ce serait trop méchant. Mais ces gens-là, l'un était directeur de cabinet de Raffarin quand il était Premier ministre, l'autre de Jospin. Roch-Olivier Maistre était au cabinet de Chirac, c'est là que je l'ai connu, dans les années 90. Si vous voulez, ce sont des politiciens et des hauts fonctionnaires, ils sont tous conseillers d'État. Donc, vous ne pouvez pas administrer l'indépendance en étant vous-même un bout d'État, en étant vous-même une partie du système. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est de l'apparence. C'est très sophistiqué en France, parce que ça, c'est un peu la démocratie Canada Dry. Vous avez des organes de régulation pour tout, des hauts commissariats, des hauts Oui. conseils, des conseils supérieurs de... Mais en fait, c'est presque, j'allais dire, un abus de biens publics. C'est c'est de la consanguinité, parce que ces gens-là ont tous fait la même école, sont des politiques, d'anciens politiques ou d'anciens journalistes qui sont là dans une espèce de sas de décompression pour revenir ensuite. Ils font leur petite traversée du désert à 15 000 euros par mois pendant 5 ans, et puis après ils reviennent à leur poste. Mm. Et leur carrière pendant ce temps a continué d'évoluer. C'est ça qu'il faut voir. Donc après, quand on me dit l'ARCOM, mais l'ARCOM n'a aucun pouvoir de coercition. L'ARCOM, c'est un bout d'État. Tout ce qui se décide, écoutez bien, hein, et je l'ai expérimenté, je vous dis, je suis depuis 12 ans en procès, et c'est encore instruit. Tout ce qui se décide important en matière d'audiovisuel et qui passe par l'ARCOM se décide 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, à la présidence de la République, que les patrons de l'audiovisuel sont nommés par le président de la République, et c'est Thierry Ferrer et son cabinet. Mm. Et ensuite, le président du CSA, de l'ARCOM, exécute la sentence. C'est comme ça que ça se passe. Même François Hollande, qu'on disait peu interventionniste, a fini par reconnaître qu'il était pour quelque chose dans la nomination de la patronne de France Sybille Télévisions. Veil. Non, France Télévisions, Mm. Delphine Ernotte. Mm. Si vous pouvez écarter un tel, ou voilà. Mais Radio France, c'est pareil. Si vous voulez, quand Schramek, à un moment, a reçu un coup de fil de Hollande, il lui a dit Mathieu Gallet, tu le vires. Et c'est ce qui s'est passé, hein, avec cette histoire de bureau en sycomore, enfin n'importe quoi. Et puis qui est arrivé? Sybille Veil. Oh, elle a fait la même école que M. Macron. Oh, la même promotion que M. Macron. Ah, c'est l'ami de M. Macron. Et puis la patronne de France Inter, c'est l'ami à la ville de M. Enthoven. Oh, comme c'est bizarre. M. Enthoven qui est sur toutes les chaînes et qui dit le bien et le mal. Oh, qui participe à Franc-Tireur. Donc voilà, vous avez le camp autoproclamé de la raison, qui est subventionné, qui fait les choses bien. C'est l'ARCOM, c'est la tête des télévisions, c'est la tête des radios. Donc c'est à la fois, si vous voulez, le faire, c'est à la fois le média, c'est à la fois le politique, mais c'est aussi le judiciaire Oui. qui vient soi-disant réguler et qui dit le bien et le mal. Oui. Mais ça s'appelle la confusion, le conflit d'intérêts. Oui. Et tout cela, écoutez bien, ma chère Clémence, est financé par vous et par moi. Parce que l'ARCOM est financé par vous et par moi, l'audiovisuel, la même chose, et la vie politique française, la même chose. Alors quand on nous dit il faudrait supprimer tel ou tel parti
politique, j'entends ces débats qui touchent soit le RN, soit LFI, mais alors supprimons le financement. Parce que moi, comme vous, je Oui, finance le RN, je finance Reconquête, je finance la France Insoumise et tous les autres partis politiques. Vous voyez. Donc il y a des lois pour ça. On peut dissoudre un mouvement qu'on estime dangereux, mais si on ne le dissout pas, c'est que le pouvoir y trouve son compte. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle de grande sophistication, parce que en fait, c'est ça une oligarchie. C'est un petit groupe de personnes qui se partagent les pouvoirs, se partagent les leviers, et qui fait tout bien en apparence, tout est millimétré mmh, pour donner l'illusion d'une d'une démocratie démocratie. saine qui fonctionne. Voilà. Et J'espère l'avoir démontré un peu, mais oui. c'est assez complexe. Vous voyez, on peut faire toutes les lois qu'on veut. C'est beaucoup quand même aussi, on n'insiste pas assez sur ce point, une affaire d'hommes et de femmes. De Parce qu'il courage, suffit oui, c'est d'un ça. homme, Il suffit du mais courage d'un homme, d'un bah patron de oui, médias qui se révolte et ça pourrait faire qui bouger les dit ça choses. suffit et puis Oui, ça s'arrête immédiatement. oui. Hein. Si vous voulez citer TF1, moi je suis à la tête de TF1, Macron m'appelle pour dire, ou ses équipes, demain, Monsieur le Président souhaite intervenir aux 20h, ben, moi je fais un tweet et je dis, le cabinet du Président de la République m'a fait joindre, j'ai estimé que ce n'était pas utile d'un point de vue démocratique, donc je n'ai pas accédé à sa demande. Tollé. Et puis je crée un précédent, et puis c'est fini. Le président de la République ne se risquera plus à me donner un ordre. Je suis dans le privé. Quel ordre il va me donner? C'est qu'une histoire de courage. C'est qu'une histoire de respect des gens qui sont censés nous écouter et de respect de soi-même. Mmh. C'est tout simple, hein, les choses. Elles sont assez simples. Mais si on est toujours dans cette habitude d'être un esclave, la dialectique du maître et de l'esclave bien démontée, Oui. démontrée par Hegel, eh bien, on restera un esclave toute Et la sa vie. dialectique de la servitude volontaire qui recommence éternellement. Absolument. Merci beaucoup Absolument. Didier Maïsto.